Salut, je te souhaite la bienvenue sur La Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples, concrètes pour faire décoller ton business. Alors t'es prête pour l'ascension ? Moi je suis Julie, business coach pour toutes les femmes entrepreneurs qui ont osé partir à l'aventure après 40 ans. Bravo ! Et qui, comme moi, ne sont pas nées avec un portable dans les mains. Je te propose des accompagnements sur mesure et individuels, vraiment pour t'aider à construire un business qui soit à la fois rentable et aussi aligné avec tes valeurs et les besoins de tes clients. Alors aujourd'hui, j'ai envie de m'attaquer à un énorme sujet, celui du persona ou du client idéal. Et je vais t'expliquer pourquoi les entrepreneurs se plantent systématiquement quand ils bossent sur leur persona. Et surtout, je vais t'expliquer comment éviter les pièges que je croise chez toutes les femmes que j'accompagne. Bon, c'est un sujet, le persona, qui a été de très nombreuses fois traité. Mais très vite, j'ai compris dans mes accompagnements qu'il fallait prendre le sujet un peu différemment. On en fait souvent un exercice théorique, scolaire, générique, alors que ça doit être exactement tout le contraire. Et du coup, le résultat, c'est quoi ? C'est que l'exercice, il est mal fait. Du coup, la matière qui en ressort n'est pas juste. On coche la case, voilà, ça va maîtresse, j'ai bien fait mon exercice, mais bon, je vais soigneusement le ranger au placard et je vais pas du tout exploiter clairement la matière pour décider des fondations de mon business. Et pourtant, si tu savais comme c'est la clé centrale de ta réussite. Alors oui, je sais que c'est vraiment le moment pénible, quoi. Un peu comme à la construction d'un immeuble ou de ta maison. Toi, tu voudrais déjà choisir les couleurs des peintures, les motifs des papiers peints, mais non. Il faut scoltiner le passage des fondations du parking au sous-sol, la pose des dalles de béton. Donc c'est clairement pas excitant, et c'est pas vraiment ça qui t'éclate. Et toi, tu voudrais tout de suite être dans la communication, trouver ton nom, lancer ton compte Instagram. Et c'est justement ça l'erreur que je constate chez de nombreuses clientes que j'accompagne, parce qu'elles se sont souvent lancées trop vite sans bien travailler cette étape. Alors je vais commencer d'ailleurs par les plus grosses erreurs que je constate sur ce sujet-là. Ce que j'entends le plus souvent, c'est en premier, oui mais Julie, la cible je la connais, c'est moi ou je bosse depuis des années sur cette cible. Alors là, grosse erreur. Attention, plus t'es proche de ta cible, plus justement il faut te méfier des filtres et des biais que tu peux avoir. D'ailleurs, il y a une expression que je trouve super juste, si on dit toujours, on lit toujours très mal l'étiquette quand on est à l'intérieur de la bouteille. Qu'est-ce qu'elle est juste cette remarque ? Ta cible, clairement, elle peut te ressembler. Et d'ailleurs, je trouve ça assez pertinent, en fait, de se positionner, d'aller cibler des gens qui te ressemblent, puisque tu auras plus de facilité à attirer à toi des gens en effet miroir. Mais ça veut pas dire, pour autant, qu'elle veut exactement la même chose que toi. Elle en est pas au même stade. C'est d'ailleurs ce point, il est certain, puisque tu lui vends un produit ou un service qui répond à un besoin que toi t'as forcément déjà assouvi puisque tu as cette expertise-là. Alors que ta cible, c'est tout l'inverse. Si a priori elle a besoin de toi sur ce sujet-là, c'est qu'elle a pas encore le même niveau d'expertise que toi. Et puis d'ailleurs, toi tu as peut-être développé cette expertise pour un certain nombre de raisons et c'est pas pour autant que ta cible a besoin de la même chose ou que c'est pas pour autant que son besoin s'est déclenché sur les mêmes critères que toi. Bref, tu comprends qu'effectivement, il va falloir que tu adaptes plus clairement ton discours parce qu'il est possible aussi que toi tes besoins ou les déclencheurs qui ont fait que tu as développé cette expertise étaient sur un cas assez pointu ou spécifique et que ça représente pas forcément la majorité. Bref, méfie-toi de tous ces biais et plus t'es proche de ta cible, plus tu dois te méfier justement de tes propres filtres. Alors la deuxième erreur que je constate, c'est oui mais Julie, moi j'ai pas besoin de l'écrire, en fait c'est hyper intuitif, j'incarne ma marque, donc j'incarne la relation avec mes clients. Et du coup, j'ai tout en tête, quoi. Je le ressens et quand je fais mes posts Instagram ou quand je prends des décisions pour ma boîte, tout ça se fait de manière très intuitive. Ok, très bien, la première question que je pose à ces personnes-là, qui en général sont des femmes plutôt ambitieuses, donc ont envie de développer leur business, ok, très bien, mais que se passera-t-il quand tu devras déléguer ta communication sur les réseaux sociaux à une community manager ou à une alternante ? Ou bien, comment tu feras pour cibler ta publicité sur Facebook ? Sur quels critères tu iras choisir les gens à qui tu t'adresses ? Ou alors, que raconteras-tu à ton futur partenaire, à ton futur collaborateur, ou bien à un journaliste qui veut parler de ton activité ? Et c'est là où formaliser est essentiel. Une autre erreur vraiment très fréquente, et ça je pense que tout le monde se reconnaît dans ce biais-là, c'est « Julie, mais je cible tout le monde. Moi je veux pas m'enfermer dans une activité. » Alors, évidemment, ce point, tous les business coachs t'en parlent, et je les rejoins complètement, c'est un vrai souci, c'est ce qu'on appelle le fameux FOMO, c'est-à-dire la peur de manquer une opportunité. Alors je vais pas m'étaler sur ce point parce que je pense que tu trouveras plein de contenu sur ce sujet-là. T'as dû sûrement déjà en entendre parler plusieurs fois. Mais moi, j'aurais juste illustré un truc, c'est imagine, on est en plein été, en pleine canicule, tu vas chez un glacier et là, en fait, t'as pas le choix, il te propose une boule de glace mais avec tous les parfums. Franchement, est-ce que ça te plairait qu'on te propose
tout mélanger en même temps, je suis pas sûre. Je pense que tu auras plutôt un résultat de boogie-boulga qui ne te satisfera pas. Et puis un deuxième point qui pourra peut-être te faire un déclencheur, c'est que je voudrais que tu regardes les derniers comptes auxquels tu t'es inscrit ou la dernière décision d'achat que tu as prise, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, et essaye de décortiquer en fait pourquoi tu as été attiré par ces gens-là ou par ce compte ou par cette marque. Est-ce que tu penses qu'ils s'adressent aussi bien à toi qu'à ta mère, à ta grand-mère ou à la personne qui est à l'extrême opposé de tes valeurs et de ton comportement, etc. Essaye vraiment de revenir toi-même en arrière et de comprendre ce qui, toi, a déclenché en fait ta décision d'achat ou d'abonnement ou peu importe. Et je t'assure que si tu prends un peu ce temps-là pour aller voir en détail, tu verras à quel point, en fait, toi-même, tu es attiré par des comptes ou par des marques qui ont fait ce choix de cibler des gens qui te ressemblent. Or, s'ils ont une communication qui te ressemble, c'est que précisément, ils ont fait des choix et qui s'adressent pas à tout le monde. Bon, et la plus grosse erreur finalement dont on parle moins, c'est que très souvent on démarre un business avec une idée d'offre, produit ou de service. Jusque-là, ça peut être logique parce que tu le fais en fonction de ton envie ou de ton expertise. Et seulement ensuite on se demande, mais alors dis donc, à qui je vais bien pouvoir le proposer cette offre-là. Et souvent on se retrouve confronté à une concurrence qui est vive. Une fois qu'on a un peu analysé notre marché, notre concurrence, on se dit ouh là, il y a beaucoup de gens sur cette cible générique. Alors on va chercher à se nicher. Je sais pas si tu connais ce terme se nicher, mais j'en ai fait un épisode spécifique, c'est l'épisode numéro 1 que je t'invite à écouter. Donc l'idée de se nicher, c'est de s'adresser à une cible qui est un peu plus restreinte. Très bien, sauf que très souvent, on a déjà tellement ficelé notre offre que quand on interroge cette sous-cible, on n'écoute pas vraiment ce qu'elles ont à nous dire. On fait tout pour que leur réponse rentre dans le schéma que finalement on a déjà préparé. Grosse erreur. Et c'est bien pour cette raison que la plupart des gens que j'accompagne, ce sont souvent des entrepreneurs qui, après 1 an ou 2 ans d'activité, et tout d'un coup s'aperçoivent qu'effectivement elles ont besoin de se reposer la question de leur cible. Parce qu'à ce moment-là, elles s'aperçoivent, parce qu'elles stagnent ou qu'elles atteignent pas les résultats escomptés, elles se rendent compte de l'erreur de ciblage qu'elles ont fait et que finalement le ciblage ou la cible qu'elles pensaient viser c'est très approximatif et leur manque de la matière, voire même la cible qu'elles pensaient vouloir viser n'est pas forcément la bonne. Et puis je me suis aussi aperçue que dans le travail qu'on avait du persona, finalement il y avait aussi des grosses difficultés également dans la mise en œuvre. Comment j'interviewe mes clients, comment je fais l'entretien. Je vais te raconter une petite histoire. Lors d'un de mes derniers accompagnements avec ma cliente qui est avocate, on arrive justement à l'étape cruciale de la définition de sa cible. On prépare ensemble tous les éléments, on voit ensemble et je lui explique bien pourquoi elle a besoin de faire ça. On travaille ensemble le listing des questions à poser. Et la séance suivante, on parle de plein d'autres sujets, puis je lui demande si elle a pu avancer sur ses interviews. Et là, non, elle m'annonce qu'elle n'a pas eu le temps de réaliser, ok. Séance suivante, de nouveau, une nouvelle excuse, elle n'a pas pu les faire. Bon, je creuse un peu, et en fait, si elle l'avait fait, mais juste sur un ami, client, enfin bref, elle me débriefe et je m'aperçois qu'elle a surtout posé des questions sur le ressenti de son client par rapport à sa prestation, mais qu'elle a posé aucune question sur son client, sur ses besoins, sur ses problèmes. En bref, elle a confondu en fait l'interview persona avec un débrief 360 degrés jugé par son entourage. On est bien d'accord que c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Et à force de discussion avec elle, je réalise en fait qu'elle a fondamentalement pas encore compris l'utilité profonde et concrète de faire ses interviews clients, qu'elle ne voit pas concrètement à quoi ça va lui servir derrière dans les prochaines étapes. Ensuite, qu'elle n'ose pas demander à son réseau de répondre à ses questions. Elle a peur de déranger, de paraître mégalo, normal, puisqu'en fait elle pense qu'elle va faire un exercice d'auto-évaluation, ce qui est pas du tout ce qu'il faut faire. Et qu'elle ne sait pas par quoi commencer aussi dans la discussion. Comment je les aborde, comment je démarre l'entretien, c'est hyper bizarre. Donc vous vous doutez bien que en tant qu'avocate, parler, argumenter, réseauter, elle sait faire. Mais là, il y avait un blocage. Et elle m'a fait vachement progresser. Il m'a vraiment aidé à améliorer l'approche vis-à-vis des autres entrepreneurs que j'accompagne. Et je comprends en fait désormais que quand on parle de persona, il faut surtout s'attacher. À bien comprendre l'utilité, à te projeter dans cette matière que tu vas pouvoir utiliser dans la suite. Il faut comprendre comment tu vas l'exploiter. Et il faut aussi que tu ailles au-delà du listing, qui, soit dit en passant, est différent pour chacun de mes clients. J'ai pas un seul listing de questions d'interview persona qui se ressemble de l'une à l'autre de mes clientes. Il faut vraiment les accompagner aussi dans le comment. Comment je vais trouver des personnes à interroger, comment je vais les aborder, comment je vais optimiser la qualité des interviews, et surtout, comment je vais exploiter au max la matière que je vais récolter. Bon, c'est tout cela que je te propose en fait de partager aujourd'hui. Alors, je te l'ai dit, en fait, le plus important, c'est de comprendre pourquoi tu réalises ces interviews clients. Surtout, n'en fais pas un exercice scolaire et théorique, ça ne sert à rien.
Pourquoi c'est important de réaliser des interviews clients? C'est que l'époque où les marques pouvaient s'adresser à tout le monde en inondant le marché d'un produit générique à coups de millions de pubs pendant la finale de l'Euro, tout ça a bien changé. Évidemment, ça existe encore, mais c'est pas la majorité et c'est pas le marketing qui a le plus de sens. Aujourd'hui, entreprendre, ça nécessite d'avoir un positionnement qui est super spécifique et qui va te distinguer des autres concurrents potentiels. Et des concurrents, t'en as énormément. Parce qu'aujourd'hui, avec le digital, ton concurrent, il peut être indien, sud-américain, etc. Et c'est pas parce qu'il est très loin physiquement qu'il n'en est pas proche, très très proche, et qui pourrait tout autant que toi-même répondre aux besoins de tes clients. Merci Internet. Et se spécialiser, c'est bien sûr prendre la parole de façon spécifique sur certains canaux plus confidentiels potentiellement, mais mieux ciblés. Et pour réussir cela, comment faire si tu connais pas par cœur ton cœur de cible, ton client idéal, si tu comprends pas les mots qui vont faire mouche, les émissions qu'il écoute, les réseaux qu'il va surveiller, les critères qui vont le faire appuyer sur valider ma commande au moment où il est à l'étape de paiement carte bleue, ou comment le convaincre en 2 secondes de lire la suite de ton post LinkedIn. Ça demande en fait de bien maîtriser exactement quels sont les éléments qui sont importants pour lui. Et puis surtout, je t'assure qu'en collectant toutes ces données maintenant, tu iras vachement plus vite sur la mise en œuvre. Parce que tu ne seras plus paralysé au moment de faire ton premier post sur Instagram, au moment de choisir le nom de ta marque. En gros, tu auras les éléments qui vont te guider dans chacune des décisions qui seront importantes par la suite de la mise en œuvre de ta stratégie marketing et de communication. Il faut que tu te poses un max de questions en amont pour être vraiment le plus efficace possible et aligné surtout pour la suite. Alors, quelle matière t'apporteront les interviews clients? Retiens bien, s'il te plaît, ces 3 points, car ils devront être vraiment omniprésents quand tu feras le listing de tes questions et quand tu mèneras tes interviews. L'interview client, il est pas là pour tout savoir de tes clients. Au secours, arrête de poser la question sur la playlist ou le nom de son chien. L'interview client, il est vraiment là pour répondre à ces 3 grandes questions. Tu dois comprendre, en premier lieu, qui est ton client. C'est pas que dessiner un portrait robot froid et chiffré, on s'en fout de son âge, ou on s'en fout de mettre un prénom sur ton persona, c'est pas l'enjeu. Ici, c'est vraiment de comprendre son état d'esprit, ses attitudes, son comportement, ses envies. Il y a aussi une grande part émotionnelle dans cette partie. C'est vraiment comprendre dans quel contexte la personne évolue et qui va forcément du coup l'influencer. L'idée ici, c'est vraiment de pouvoir dessiner un personnage dans lequel tu vas pouvoir te projeter, à qui tu vas vraiment imaginer parler à chaque prise de parole. Comment tu t'adresserais à elle si elle était devant toi? Sur quel ton tu lui parlerais? Est-ce que ce sujet-là va l'intéresser? Comment elle va réagir à telle ou telle idée ou tel conseil? Le deuxième point, c'est comprendre de quoi a besoin ton client. Que lui manque-t-il? Quel est le problème pour lequel il va devoir trouver une solution? Et surtout, quel bénéfice il attend de sa décision, de son achat, de son abonnement, etc., de l'utilisation finalement de ton offre. Avec cette matière, tu vas vraiment pouvoir construire une offre parfaite, mais surtout savoir quels arguments mettre en avant pour pouvoir le séduire. Le troisième élément pour lequel pour moi il est essentiel que tu ailles te renseigner, c'est comment il se décide à acheter. Quelles sont les étapes par lesquelles il passe du moment où il prend conscience de son besoin jusqu'au moment où il appuie sur valider l'achat carte bleue. Comment il se renseigne à chaque étape? Quels vont être les critères de décision? Qui l'influence aussi dans cette décision? Est-ce qu'il est le seul à prendre cette décision ou est-ce que c'est une décision familiale ou avec un patron ou avec un collègue? Et qui prend la décision et sur quels critères chacun? Avec cette matière, tu vas vraiment savoir comment t'adresser à lui, mais aussi par quel canal, par quel réseau, à quel moment tu dois lui pousser telle ou telle information, quels arguments tu dois utiliser aussi à chaque étape. Et je t'assure qu'au moment où tu seras en train de déployer ton site, de décider si tu communiques sur un journal, ou sur Facebook, si tu prends un stand sur un salon, si tu fais plutôt des conférences ou plutôt un podcast, je t'assure que tu seras vachement aidé par toutes ces informations. Et puis aussi pour te demander si tu dois investir sur tel ou tel levier en priorité, par exemple en publicité. Je t'assure que vraiment cette matière va être plus qu'utile. Alors voilà les 3 grands éléments sur lesquels tu vas devoir aller chercher de la matière. Maintenant, je vais t'expliquer comment tu vas devoir réaliser en fait ces interviews clients. Alors d'abord, qui tu dois interviewer? Sans rentrer dans tous les détails, là aussi je vois aussi énormément d'erreurs commises. Les personnes en fait n'interviewent qu'une partie de leur cible. Certains font l'erreur par exemple de n'interviewer que leurs clients actuels, mais sans se poser la question si leurs clients actuels sont bien leur cible idéale. Ça, c'est super essentiel de prendre du recul. Peut-être aujourd'hui que tes clients ne te conviennent pas suffisamment. Soit parce que t'as pas le bon feeling, soit c'est parce que ces clients-là n'achètent pas à la juste valeur ton produit, etc. Pose-toi déjà cette première question.
Ensuite, ils n'interviewent que ceux qui leur achètent ou qui les suivent déjà sur les réseaux sociaux. Mais je trouve ça dommage parce que qu'en est-il justement de tous ceux à qui tu ne t'adresses pas encore? Ton objectif, c'est évidemment de faire croître ton business. Donc est-ce que tu penses pas que ça serait aussi intéressant de voir comment tu peux aller élargir ton rayonnement et voir comment tu peux convaincre des gens que tu n'as pas encore réussi à convaincre? Qu'est-ce qui les bloque? Pourquoi t'as pas réussi à les convaincre encore? Et je suis sûre qu'ils auraient plein de choses très intéressantes à te raconter. Bon, c'est vrai que parfois, du coup, aller sortir de cette cible qui était déjà acquise, ça peut te bousculer un peu. Mais encore une fois, pour moi, cet exercice, il est pas là pour te conforter sur ton idée de base ou sur ton business actuel. Il est là pour justement te donner des perspectives et te faire voir les choses autrement et te nourrir dans ta réflexion. Et puis, pour les plus fougueuses d'entre vous, pourquoi vous iriez pas non plus interviewer des clientes de vos concurrents? Pourquoi justement ils ont choisi vos concurrents plutôt que vous? Parce qu'ils vous connaissaient pas? Ou parce qu'ils trouvaient que les concurrents étaient plus rassurants, avaient une offre un peu plus riche? Voilà. Je trouve quand même c'est aussi intéressant de pouvoir comprendre ça. Si vous interrogez des clients de vos concurrents, profitez-en aussi pour les interroger. Comment ils ont trouvé la prestation, comment ils ont trouvé le produit, en positif et en négatif, qu'est-ce qui pouvait leur manquer à la fin de leur prestation. Très intéressant pour voir sur quels arguments vous allez pouvoir appuyer demain, ou améliorer votre offre en tout cas, pour pouvoir communiquer sur tous ces éléments et pouvoir convaincre et gagner la bataille face à vos concurrents. Et puis aussi pour les plus battantes, moi je trouve que c'est aussi intéressant d'aller interviewer des personnes qui vous ont quitté, qui n'ont pas donné suite, qui vous ont acheté une prestation mais qui sont pas revenues alors que c'était possible qu'elles puissent revenir. Pourquoi elles vous ont quitté? Qu'est-ce qui a fait qu'elles sont parties et qu'elles ont décidé peut-être potentiellement d'aller voir ailleurs ou de changer finalement complètement de stratégie? Tu peux aussi te poser la question de gens qui ont à un moment donné été intéressés, sont presque allés jusqu'à l'achat, mais n'ont pas conclu. Très intéressant de voir pourquoi, au dernier moment, ils n'ont pas été suffisamment convaincus ou rassurés pour pouvoir renseigner leur numéro de carte bleue et passer enfin à l'acte d'achat. Bon, une fois que tu as tout ton listing, puisque tu vas dire, ok, je peux interroger tel type de personnes, tel type de personnes, tel type de personnes, qui m'apporteront des informations différentes, là encore, tu as toute une démarche pour aller trouver les bons candidats et les approcher. Et pour vraiment chaque client, tu vois, je construis avec elle la bonne démarche d'approche. Mais il y a un truc que je peux t'assurer, c'est que en 15 minutes, tu passes franchement de « mais je connais personne qui correspond à ce critère » à l'étape « ah oui, la vache, j'avais pas du tout pensé à telle ou telle personne ou à telle ou telle façon d'aller les chercher et d'aller les contacter ». Tu as un réseau qui est bien plus étendu que tu ne le penses, donc ne néglige jamais ce point-là. Deuxième point sur la mise en œuvre en fait de l'interview client, c'est quand tu dois les faire, ces interviews persona. C'est une sacrée question moi que j'adore parce que là aussi je vois tout plein d'erreurs. D'abord, il y en a certaines qui le font trop tôt et du coup justement en font un exercice historique. Parce que comme elles voient justement pas la matière qu'elles vont exploiter et à quoi ça va concrètement leur servir dans leur business, parce qu'elles en sont pas encore à décider des communications qu'elles vont faire sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, si elles en sont pas encore à décider du nom, du positionnement qu'elles vont exploiter, sur lequel elles vont communiquer, elles comprennent pas encore justement à quel point cette matière va leur être indispensable. Et évidemment, quelques semaines après, quand elles vont travailler sur leur offre, elles vont pas faire le lien, puisqu'elles en ont fait un exercice théorique dans lequel elles ont pas la matière suffisante finalement pour l'exploiter sur toutes ces étapes qui sont pourtant cruciales. Donc elles vont pas réouvrir forcément les témoignages reçus et tout ce travail-là réalisé aura été finalement peine perdue. Alors certaines le font une seule fois, au tout démarrage de leur business aussi, et puis rangent gentiment le dossier au coffre, et pourtant, je t'assure que ton business évolue, ta cible elle évolue, et le contexte évolue. Moi, franchement, je te recommande de questionner régulièrement ta cible. Il y a tout plein d'astuces pour le faire. Avec mes clientes, on construit notamment un process, automatique de récolte de cette donnée précieuse. Tu as énormément de contacts au fur et à mesure de l'année, et chacun de ces contacts pourrait être l'occasion d'aller poser des questions et d'interroger tes personas. Et il faut pas non plus hésiter à refaire ponctuellement l'exercice un peu plus profond de tes personas, par exemple tous les ans ou tous les 2 ans. Et évidemment, je t'invite à refaire systématiquement cet exercice quand tu lances une nouvelle offre. Si par exemple tu es coach et que tu proposes depuis toujours une offre de coaching individuel, ok, t'as défini ta cible, c'est parfait, t'as bien fait le job. Et puis tout d'un coup, tu lances ton programme de formation en ligne. Et du coup, tu penses que t'as déjà fait le job, t'as déjà ton persona cible en tête. Mais moi je te dis carrément non, parce que ton programme en ligne, il s'adresse pas forcément à la même cible. Tu dois vraiment comprendre les ressorts qui sont différents et qui vont les pousser à choisir une formation en ligne plutôt que ton coaching individuel. Et si tu utilises justement les mêmes ressorts, tu vas te planter.
parce que forcément, tu ne proposes pas le même produit et pas la même valeur. Et le risque en faisant ça, c'est que du coup, tu vas mettre en compétition tes deux offres et que je te garantis qu'une des deux sera perdante. C'est exactement ce que j'ai vu chez une cliente que j'accompagne parce qu'elle n'avait pas fait ce travail d'établir finalement quelle était sa nouvelle cible, même si elle n'était pas très loin de la précédente. Il y avait quand même des éléments qui changeaient et qui expliquaient que justement ils allaient choisir plutôt sa formation en ligne que le coaching individuel. En faisant ce travail-là, on a mieux compris quels étaient les arguments qu'elle devait mettre en avant dans sa communication, dans sa page de vente, dans ses emails de transformation. En différenciant vraiment tes micro-cibles dans ton et donc ton discours, les deux offres vont pouvoir coexister et pour t'apporter du coup un chiffre d'affaires additionnel, c'est tout l'objectif. Quatrième élément, du quand, parle souvent des personas auprès des entrepreneurs qui sont débutants. Mais finalement, moi, les cas que je traite le plus souvent, ce sont aussi les entrepreneurs qui pivotent dans leur activité. Ils s'aperçoivent en fait qu'ils veulent changer leur activité, leur mission, leur offre, et ça passe par une étude de la cible. D'ailleurs, probablement, cette étude-là, elle va être encore plus profonde parce que tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que tu peux t'appuyer sur ta précédente cible? Est-ce que tu peux t'appuyer sur ton audience actuelle? Est-ce qu'il vaut mieux que tu fasses table rase et que tu recommences de zéro? Et comment tu gères cette transition? Donc il y a encore plus de questions qui se posent que finalement quand tu commences de zéro, et c'est là où l'étude de ton persona va être quasiment la plus importante. Alors on a fait le qui, on a fait le quand, et maintenant on va voir le comment en fait. Comment tu récupères cette matière en fait d'études de tes personas. Alors il y a plein de méthodes possibles. Tu entends souvent parler en fait d'études qualitatives, c'est-à-dire des interviews que tu peux mener par téléphone, en Zoom ou en face à face. Il y a évidemment d'autres alternatives qui peuvent être les études quantitatives, c'est-à-dire le questionnaire avec questions fermées. Ça, la partie quanti, c'est tout à fait valable, mais c'est quand t'es dans une optique, t'es déjà au clair en fait sur ton positionnement, t'es plus en phase d'exploration, mais tu veux juste tester et valider des hypothèses. T'as 2 noms différents, t'as 2 slogans différents, t'as 2 logos différents, et tu veux tester auprès de cette cible-là les préférences. Mais je dirais qu'en fait, presque dans un process, tu commences d'abord par des interviews qualitatives qui vont être vraiment dans la phase exploratoire, et ensuite, potentiellement, tu peux être amené à faire un questionnaire en fait quantitatif qui t'apportera vraiment de la matière presque statistique. Et après, n'oublie pas que tu as plein d'autres alternatives qui peuvent venir d'ailleurs en plus des interviews quali. Tu as énormément d'observations possibles qui te donnent déjà énormément de matière avant même de démarrer les interviews quali. D'abord, rentre dans des groupes Facebook ou des groupes Discord ou peu importe, ou des Slack qui regroupent ta cible idéale. Va dans des événements thématiques où tu sais que tu vas retrouver une majorité de ta cible. Et là, observe ce qui se dit, observe les gens, observe la façon dont ils se présentent, observe toutes les questions qu'ils se posent, les plus grosses problématiques qui reviennent et de manière récurrente, mais observe aussi les verbatims qu'ils utilisent. Comment, à quel point cette situation ou cette problématique qu'ils ont leur paraît grave ou pas, est-ce qu'il y a une urgence, vois dans quel contexte en fait ils présentent leurs besoins. Et bien sûr, regarde aussi toutes les masterclass, les sites et autres de tes concurrents. Tu verras qu'ils exploitent tous à un moment donné sur leur site ou pendant les masterclass une foire aux questions. Les échanges en fin de masterclass notamment sont hyper enrichissants parce que là tu découvres en fait toutes les questions que peuvent se poser les personnes qui sont dans ta cible. Et tu vois effectivement d'une part les réponses que ton concurrent apporte et voir comment toi tu pourrais apporter une réponse différente. Donc si tu te concentres évidemment sur la partie la plus importante qui est l'interview client, donc tu dois d'abord préparer en fait ta trame d'interview avec ton listing de questions. Alors je t'annonce tout de suite la couleur, tu peux jeter la liste de questions toutes faites que tu as trouvées sur internet, c'est vraiment au secours. Et me dis pas que t'as pas de ticket quand t'as lu qu'il fallait que tu demandes à ta cible sa playlist ou le nom de son chien. C'est vraiment stop quoi. Ce sont des informations qui sont dérisoires, qui sont inutiles et surtout hors sujet. Parce qu'elles te font croire que utiliser la musique que la personne aime te suffira à les convaincre que t'es la bonne personne qui va leur offrir le bon service. Pour moi, c'est une erreur. C'est vraiment une connerie énorme. Et surtout, je peux pas concevoir que le listing de questions puisse être commun à chacun. On a toutes des cibles différentes, on a toutes des business différents et des enjeux business différents. Donc comment on peut poser les mêmes questions à une cible de particulier pour leur vendre des cours de yoga qu'à des chefs d'entreprise à qui on veut vendre un logiciel SaaS? Pour moi, c'est impossible. En revanche, je te confirme qu'il faut absolument que tu en prépares un de listing. Il va être sur mesure, mais il faut que tu en aies un. Alors c'est vraiment ce que je fais systématiquement avec chacune des clientes que j'accompagne.
C'est important d'en avoir un pour mener de façon à peu près similaire chaque entretien. C'est important que tu récoltes plusieurs réponses à la même question pour que tu puisses comparer et puis commencer à tirer des généralités et faire ressortir un peu les points de science dans le profil de ton persona. Ok ? Donc c'est quand même important que tu aies cette trame. Alors ce listing, il doit absolument pas faire 10 pages. Chaque question, elle doit être mûrement réfléchie. Et surtout, tu dois être parfaitement à l'aise pour la poser. Combien de fois j'ai entendu des gens dire « J'ai posé cette question, mais franchement, j'avais un peu honte de la poser et du coup, je passais très vite. » Mais au secours, stop, ne fais pas ça, quoi. Arrêtons le syndrome de la bonne élève, quoi. Tu as la tête de ton business désormais. Donc, chaque chose que tu fais, tu dois vraiment prendre le manche et le faire parce que ça a du sens pour toi, parce que tu sais concrètement ce à quoi ça va te servir. Et surtout, vraiment, tu dois être hyper au clair sur la raison pour laquelle tu poses cette question. Qu'est-ce que tu en attends? Quelle matière tu veux récupérer? À quelle fin tu vas utiliser cette matière demain dans ton business? Est-ce que c'est pour choisir ton canal de communication privilégié, prioritaire? Est-ce que c'est pour modifier ton offre? Est-ce que c'est pour choisir tel ou tel partenaire ou tel intermédiaire? Et cette trame, en fait, tu verras, elle doit être en entonnoir. C'est comme ça qu'on la travaille avec mes clientes, pour aller des questions les plus génériques aux questions les plus précises, voire même jusqu'à la fin. Tu peux introduire des tests d'idées. Que penserais-tu de telle chose? Parmi cette liste, quels seraient les sujets qui t'interpelleraient le plus, etc. Tu peux le faire, mais ça doit arriver en toute fin de parcours. La seule chose que je te déconseille de tester, c'est le prix. En tout cas, tout du moins frontalement. On en parle du prix dans un prochain épisode, mais un prix, ça veut rien dire en fait. On juge la valeur d'un produit. Donc demander un feedback sur un prix quand ton client cible, il voit pas précisément ton offre, bah, c'est forcément une erreur. La plupart du temps, d'ailleurs, ils te répondront poliment que c'est ok. Mais globalement, ils n'ont pas encore la carte bleue dans les mains, et ils sont pas en train de taper leur code. Donc les réponses qu'ils vont te donner ne sont pas du tout suffisamment pertinentes et justes, parce qu'ils sont pas placés dans le bon contexte. Alors t'as préparé ta trame de questions, et évidemment après il va falloir que tu mènes l'interview en lui-même. Là c'est un vrai sujet, mais qui mérite en général dans mes accompagnements une séance à part entière. Comment aborder les personnes, comment introduire l'entretien, comment poser correctement les questions pour pas influencer les réponses. C'est un vrai métier ça. Et pour tout te dire, en général moi je propose même un feedback suite au premier appel enregistré, ou alors je l'écoute en simultané, pour pouvoir optimiser la manière de mener l'entretien. Et les erreurs que je vois le plus souvent, c'est un manque d'écoute active. En fait, on rebondit pas sur une réponse. On est tellement focalisé sur le listing de questions qu'elle a répondu à la première question, hop, on passe à la deuxième. C'est pas ça, là, vous êtes vraiment en mode exploratoire, vous devez creuser. Est-ce que tu connais la méthode des 5 pourquoi? Bon, pour te résumer, c'est un peu les questions reloues que te posent tes enfants ou tes neveux, nièces. Pourquoi le ciel, il est bleu? Parce que la mer, elle est bleue. Mais alors, pourquoi la mer, elle est bleue? Enfin, tu vois, le 15 pourquoi, au bout d'un moment, tu dis, bon, vas-y, prends un bonbon et va jouer. Bref, t'as compris le principe. Derrière des mots lâchés en brut se cachent vraiment d'autres véritables motifs. Tu dois absolument comprendre ce qui se cache derrière les grandes généralités. Tu dois pas t'en contenter, quoi. Parce que je t'assure qu'elles sonneront complètement creux quand tu en sauras à choisir ton nom, ton ton éditorial, les premiers sujets de ton blog. Exemple, quand tu me dis que tu choisis le prestataire au feeling. Non, exemple, par exemple, de questions que tu peux creuser, c'est et la manière dont tu peux les creuser, c'est quand tu me dis que tu choisis le prestataire au feeling. C'est-à-dire, tu pourrais me décrire les caractéristiques que tu recherches, ou au contraire les caractéristiques qui te rebutent dans le choix d'un tel ou tel prestataire. Tu vois que effectivement le feeling ça veut rien dire et que tu n'en feras rien demain. Tu vas pas te dire il choisit au feeling, mais quel feeling? Tu en sauras rien et tu ne pourras rien en exploiter. Méfie-toi de ça. Les gens ont tendance à te faire des réponses très génériques. Et alors attention aussi, autre erreur, à ne pas confondre l'interview client avec une séance de coaching, une séance d'audit, particulièrement si t'es consultante ou coach. Tu n'es pas là pour donner tes sentiments ou pour apporter une réponse. Tu n'es là que pour leur poser des questions et pour t'intéresser à eux. Tu sais, un peu comme quand t'as un ami qui vient s'effondrer en larmes dans tes bras, et malheureusement, parfois, notre premier réflexe, c'est de vouloir lui donner des conseils, vouloir trouver des solutions. Alors qu'en fait, la seule chose qu'il a précisément envie d'avoir à ce moment-là, c'est juste une épaule accueillante et une écoute sincère. Autre erreur, c'est une intervention qui est trop présente. Non, tu n'es pas là pour te présenter. Tu n'es pas là pour dire ce que tu penses, pour parler de ton offre. Tu es uniquement, et je dis bien uniquement là, pour t'intéresser à ton client, comprendre ce qu'il vit et ce dont il a besoin. Le fil rouge, c'est n'oublie pas, pour que l'interviewé te livre la matière la plus riche possible, tu dois avant tout t'intéresser à eux, quoi. Ensuite, autre erreur, poser des questions qui sont biaisées dans lesquelles tu introduis la réponse. Est-ce que tu penses que TikTok n'est pas fait pour des personnes de plus de 50 ans? Super. Peu de chances que la personne se rebelle et te dise mais n'importe quoi. Voilà. Donc attention, les questions doivent rester les plus
génériques possibles et les plus ouvertes possibles. Justement, au sujet des questions ouvertes. Autre erreur, poser des questions fermées. Attention, t'es en phase exploratoire. Tu dois vraiment poser des questions ouvertes. Alors c'est quoi la différence entre ouverte et fermée ? Une question fermée, c'est tu vas donner le choix des réponses. Est-ce que tu préfères plutôt la marque A ou la marque B ? Est-ce que tu préfères plutôt Facebook ou tu préfères plutôt Instagram ? L'inverse d'une question ouverte, c'est pourquoi tu préfères Instagram ou pourquoi tu préfères Facebook ? Ce qui est important que tu comprennes, c'est qu'en posant des questions ouvertes, tu te permets d'obtenir des infos et de la matière à laquelle tu n'avais même pas songé. Alors que finalement, quand tu poses des questions fermées, tu enfermes les gens, mais tu enfermes les gens sur tes propres hypothèses de base. Et c'est là où il y a une plus grosse erreur, c'est que tu n'es pas là pour valider tes hypothèses, tu es là pour comprendre et pour t'ouvrir l'esprit, et justement pouvoir récupérer une matière à laquelle tu n'avais pas pensé, et potentiellement à laquelle tes propres concurrents n'avaient pas non plus pensé. On a donc parlé du qui, du quand et du comment gérer les entretiens. Il y a évidemment une tonne d'autres conseils que je pourrais te donner si tu souhaites qu'on en discute de vive voix. On arrive donc à la fin de l'épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura permis de comprendre toute l'importance de cet exercice fondamental et qui sera vraiment, je t'assure, la clé dans la réussite future de ton business. Alors si t'as plu, ce serait vraiment super sympa de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Et d'ailleurs, si tu penses qu'il peut être utile à une de tes sœurs entrepreneurs, mais surtout n'hésite pas à le partager. Ce que tu dois retenir de l'épisode, c'est joue le jeu à fond. Il s'agit de partir en exploration, pas de vérifier tes hypothèses. Tu auras tout le temps pour ça après dans la vie de ton entreprise. Diversifie tes sources, multiplie les différents profils interviewés pour avoir une vision réaliste. S'il te plaît, ne fais surtout pas un exercice théorique. Bon, je le fais parce qu'on m'a dit que c'était indispensable. Alors vraiment, mets de côté ton syndrome de bon élève, prends le temps de constituer une interview dont tu sais que chacune des réponses te sera utile dans la mise en œuvre de ton idée, ton offre, tes textes sur ton site, ta communication, etc. Essaye de te projeter dans ce que tu vas devoir faire et toutes les questions que tu te poseras à ce moment-là, et bien ces questions-là, tente d'avoir toutes les réponses dans les interviews clients. Et puis, vraiment le jour J, sois dans un mood de curiosité, dans l'écoute active. Rebondis, creuse pour aller au bout et tirer un max de richesse de ces échanges. Tu pourras pas avoir 15 fois l'occasion de leur reposer des questions à ces gens-là et de les ressolliciter. Et enfin, n'oublie pas que cette curiosité, tu devras l'avoir ensuite en fil rouge dans ton business. T'auras jamais fini d'apprendre des choses sur tes clients. Et c'est tant mieux, non ? C'est ce qui rend un peu, je trouve, l'entrepreneuriat un peu plus excitant. Alors si t'es à un moment de ton business où tu te rends compte vraiment qu'il est temps, qu'il faut absolument que tu précises ta cible, moi je te propose un accompagnement vraiment individuel et surtout sur mesure sur ce sujet-là, parce que je pense qu'il n'y a que cette méthode pour avancer, parce que tes problématiques, ta cible, ton business, tes enjeux business sont spécifiques. Moi ce que je te propose, c'est vraiment de travailler en one-to-one tous ces éléments. On va se poser la question de quelle est ta cible, on va surtout creuser les éléments en fait de mieux comprendre leurs besoins, leurs difficultés, la façon dont tu vas pouvoir rentrer en contact avec eux, les ingrédients et les arguments qui font mouche sur eux, et ça va nous permettre derrière évidemment de construire ensemble ton positionnement, d'affiner ton offre et aussi de poser les premiers jalons des éléments de communication. Et cette cohérence en fait dans la communication et dans les actions, c'est exactement ce qui va permettre en fait de démultiplier l'effet de chacune de tes actions et donc faire en sorte que l'énergie, toute l'énergie que tu vas mettre dans ce business, dans cette activité, dans toutes les actions de recrutement, elles vont être 10 fois plus efficaces. Bon, mais comme on se connaît pas, moi ce que je te propose, c'est de t'offrir en fait 1 heure gratuite de session stratégique pour déblayer le sujet et voir comment tu peux avancer au plus vite sur ce sujet et voir évidemment si on a envie de faire un petit bout de chemin ensemble. Pour prendre rendez-vous, le lien est en commentaire de l'épisode et sinon évidemment dans mes coordonnées de mon compte Instagram La Cordée Digitale ou sur mon profil LinkedIn Julie Hertin. À très vite, j'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner au podcast, comme ça tu seras alerté de sa sortie. Je te souhaite une très très belle semaine. Ciao!